Alors, petite vidéo, parce que je viens de voir juste à l'instant Mardi Noir. Mardi Noir qui est une chaîne YouTube qui j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et donc il y a a fait une série qui s'appelle Psychanalyse-toi la face. Alors c'est trop bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça parle de psychanalyse tout en de manière pas très confiante. Enfin, en émettant un espèce de doute permanent sur ce qui est dit. Et que ça dit quelque chose. Après, ça revient en disant, mais non, mais c'est pas ça, de toute façon, c'est nul, de toute façon. Et puis, même aussi dans toute la scène, quoi, ça que. Je sais pas comment elle s'appelle, mais. Je sais même pas comment elle s'appelle, mais bon. Donc, on va l'appeler Mardi Noir. Ah non, je sais pas. Faudra que je regarde comment elle s'appelle parce que je sais pas si. Enfin, le pseudo c'est marqué Mardi Noir, donc je sais pas, mais. Ah non, c'est Manu, non, elle s'appelle Manu, elle s'appelle Manu dans le. Elle le dit. Donc Manu, elle se maquille comme ça, et en même temps qu'elle se maquille, elle parle de psychanalyse. Et en même temps, elle va critiquer le fait qu'elle se maquille, enfin pas qu'elle se maquille, mais le fait que son visage n'est pas comme elle voudrait. Elle va, elle va dire un truc, puis après elle va revenir dessus en disant ah, quand même comment je peux dire ça. Donc en fait il y a toujours un. C'est comme si elle mettait en avant justement le processus de production de la parole et le processus de. Le... Enfin c'est très chouette que c'est comme si elle se psychanalysait en même temps qu'elle parlait quoi. Il y a un côté comme ça tout le temps de. Elle évacuait en fait justement toutes les formes de culpabilité, toutes les. Enfin, elle est toujours en train de se mettre en doute quoi. Et en même temps, elle se base quand même toujours sur de la psychanalyse, sur en tout cas les théories de base de la psychanalyse. Donc j'ai l'impression qu'elle utilise une méthode de psychanalyse un petit peu où elle s'autorise à faire un peu n'importe quoi. Et en même temps, elle se retombe toujours sur les structures freudiennes ou lacaniennes un peu lourdingues. Et enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de très 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 beau en fait dedans. Je trouve qu'il y a un truc. Et puis en même temps très. En fait, il y a une forme pas dire de dépravation, comme si elle se sentait dans une position de, euh, de laisser aller, quoi. Et elle joue là-dessus, hein, elle se montre comme ça, elle montre qu'elle aime pas ce qu'elle est tout. Et en même temps, elle en joue beaucoup avec beaucoup de sarcasme, quoi. C'est pas du tout une revendication, c'est à la fois elle se plaint elle-même, elle donne une forme de culpabilité, et en même temps elle le montre et elle le théâtralise, en fait. Quelque part, comme si justement elle essayait de renvoyer ce truc-là aussi, sans le désir aussi. Et bah, ça me touche tout ce truc-là. Là, je viens de voir un podcast du coup qu'elle a fait sur. C'est juste qu'elle fait aussi des jump cuts où des moments elle parle, mais d'autres moments, par exemple, elle va être dans le silence, quoi. Et elle va juste avoir les yeux dans le vide. Ou alors elle va être énervée comme ça, et puis elle va. Dans le dernier qu'elle a fait là sur le surmoi, elle, elle gonfle des ballons, puis c'est marqué pénis. C'est des ballons qui ont des formes de lettres, puis marqué pénis comme ça, puis elle a un grand sourire, puis à un moment donné ça l'énerve, et puis du coup elle attaque le E de pénis comme ça, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autres significations que juste en fait l'expression, une expression d'une qu'on peut voir comme une sorte de folie parce que ça c'est pas intégré, c'est pas justifié comme truc, mais il y a on va dire ça très beau quoi, une manière de se moquer en fait, une sorte de moquerie, un truc euh, à la fois une moquerie et en même temps une libération du désir justement, comme elle pensait, voilà, elle a une envie, elle le fait quoi, voilà. Et on voit justement que cette libération du désir, à la fois peut être, enfin, est mis aussi en critique quoi, c'est vrai elle va être dans différentes positions où elle peut se critiquer ce qu'il a fait avant. Et en même temps, ce désir-là, je trouve qu'il fait sens. Mais il fait même beaucoup plus sens que tous les autres critiques. Déjà, c'est que ça, c'est une espèce de performance qu'elle fait, enfin, ce truc-là, fait beaucoup plus sens que tout le reste, quoi. Ce qu'elle raconte, c'est un peu, c'est les théories lacaniennes, freudiennes,
dont elle doute, sur laquelle elle se base et en même temps elle en doute. Et la manière dont elle met en forme, j'ai l'impression que c'est une grosse critique de tout ça, quoi. D'un côté, le fait de gonfler des gros ballons de pénis comme ça, euh, des gros ballons avec le mot pénis, euh, comme un truc justement pompant, brillant, en or. C'est ce que fait la psychanalyse, quoi. Voilà, le pénis, elle en fait un objet sacré. Euh, voilà, et elle le sacralise, quoi, du coup, alors que c'est censé être un truc un petit peu caché, quoi, donc elle en fait un peu l'inverse. Et j'ai fait un peu un retournement, quoi. Enfin, je trouve ça, enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je me rends compte, ça m'a beaucoup. Parce que j'étais frappé aussi de voir que ce truc-là de parler en même temps que de faire le maquillage, bah, c'est un truc que j'ai fait dans les podcasts d'avant pour mon mémoire, en mangeant, en fait, aussi. Moi, je l'ai fait un peu naturellement, mais. Enfin, sans trop réfléchir, mais en fait, c'est presque la. C'est un peu le même truc de prendre une tâche du quotidien et l'utiliser comme. Alors, je sais pas s'il y a une métaphore dans le fait de manger, j'imagine. Mais bon, enfin, je trouve ça signifiant, quoi. Elle se maquille, quoi. Elle se maquille, et puis c'est comme si la psychanalyse c'était un peu. Je me dis, c'est ça, c'est. Ouais, mon truc sur le surmoi, là. Je sais pas si sur le surmoi, c'était sur la. Enfin, je sais pas, il y avait un truc comme quoi, quelque part. Ouais, la réalité. On avait parlé de, vite fait de dépersonnalisation. Quelque part, quand. Il fait tellement chaud, putain. Quand on, quand on vivait la dépersonnalisation, euh, c'est qu'on s'éloignait du réel, quoi. Euh, mais en fait, moi je crois pas du tout à ça, hein. Moi, je commence à en avoir un petit peu marre aussi, je crois, des théories qui considèrent que le monde social, ce qu'on dit dans le monde social, ce qu'on dit, ce qu'on véhicule dans la société, en fait, ça c'est la réalité, quoi. Et dès que quelqu'un a des expériences autres, en dehors de ça, bah lui par contre forcément il fabule, quoi. Forcément ce qu'il raconte c'est faux. On peut quand même peut-être considérer que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est quand on est en groupe, quand on est dans le social, qu'on met en commun nos expériences aussi, c'est vrai, donc il y a des choses super intéressantes qui s'y passent, mais il y a surtout beaucoup, dans cette mise en commun, beaucoup de biais qui vont faire que finalement, c'est pas. C'est lié à une somme d'erreurs assez considérable en fait. Il n'y a pas de. euh, Qu'en fait, il y a des biais qui font qu'en groupe, on va reproduire les mêmes problèmes, les mêmes tares et tout ça. Et qu'en fait, le, je pense que l'expérience qui va fonder euh, un outil critique ou une sorte de vérité, comme ça, elle se fait en dehors du groupe. Ça, je pense vraiment à un truc comme ça. Donc, à moins que le groupe vive un truc en entier, tous ensemble, euh, je pense qu'il y a un phénomène, le phénomène du groupe fait qu'il y a une sorte d'inertie dans l'expérience et que le groupe reproduit les mêmes types d'aliénation, quelque part. Et que c'est tout ce qui vient de l'extérieur du groupe, notamment tout ce que les gens vont vivre en dehors de lui, qui vont pouvoir offrir une distance critique, et c'est ça qui va pouvoir réinstituer le groupe. Bon, je sais plus pourquoi je disais ça, mais ça me semble important quand même dans ce truc-là. Euh, c'est toujours quand on s'éloigne de quelque chose qu'on en arrive à avoir un recul dessus. Donc, la vérité est toujours ailleurs en fait. Un truc comme ça. Euh, bon, ça, ce principe-là, il faudrait que je le creuse. Je sais pas comment le. Je sais plus où j'ai vu ça du coup. Parce qu'elle parlait de dépersonnalisation. Et
Dans quel contexte? Bon, je sais plus du coup. Mais sinon, je me disais, parce qu'en fait, il y avait un autre podcast sur Freud. Non, sur le mythe le complexe d'Oedipe. Donc, en fait, Oedipe, le petit garçon veut tuer son père et veut coucher avec sa mère. Et puis quand c'est une fille, elle veut coucher avec son père et tuer sa mère parce qu'elle aurait bien voulu avoir un pénis, la petite fille évidemment, parce qu'elle n'a rien évidemment. Et puis quand c'est les homosexuels, alors du coup c'est un truc inversé, je sais pas trop quoi. Bon, c'est vrai que la psychanalyse on en a fait un petit peu au lycée. Et puis j'ai eu quelques notions de par ma mère qui l'a étudié aussi en psycho. Et je trouvais ça assez intéressant quand même. C'est vrai, je pense que la psychanalyse était un truc. Mais bon, j'ai appris du coup ces structures-là aussi, la structure de l'Oedipe et tout ça. Et quand j'étais petit, je me disais, bah c'est bizarre, est-ce que j'ai envie de coucher avec ma mère ou tuer mon père? Enfin, en fait, ça me faisait. Je culpabilisais à fond, quoi. Je me disais merde. Alors du coup, je sais pas, c'est le truc c'est le truc qui fait débander assez vite quand on s'imagine coucher avec quelqu'un de sa famille, enfin, notamment des parents. Et là, je me dis, ouais, je culpabilisais un peu, quoi. Je me disais, merde, quand même. Puis du coup, je savais pas trop mes désirs là-dessus. Je me disais, bah, c'est pas ça, enfin, c'est bizarre. En plus, je suis gay, donc. Parce que du coup, je couchais avec mon père parce que je suis gay. Donc, enfin, voilà, donc j'essaie de comprendre un peu de mettre du sens là-dedans. Et puis en fait. Mais là, ça fait pas longtemps, hein, quand j'ai lu l'Anti-Oedipe de. Enfin, j'ai pas lu, hein, j'ai eu des extraits parce que c'est un peu lourd quand même. C'est pas très digeste. Mais bon, quand même, c'est très intéressant. De Guattari, donc des vulgarisations du coup. Et ben je me suis dit bah oui mais en fait c'est ça, voilà, c'est pas en fait ce n'est qu'une théorie et c'est pas une théorie qui est forcément très efficace quoi. C'est une théorie qui justement offre une sorte d'interprétation, mais cette interprétation là, elle est très réductionniste et puis elle il y a peut-être des gens qui en effet ont des envies incestueuses, quelque chose comme ça. Peut-être que ça décrit un mécanisme aussi qui est un peu différent, qui ressemble mais qui est quand même différent. Mais le fait d'appliquer à la lettre ce truc-là, sans dévier, c'est quand même assez autoritaire, quoi. Et en effet, ce que font les psychanalystes par rapport à ça, en tout cas c'est comme ça qu'en parle l'Anti-Oedipe, c'est qu'ils vont imposer une vision des mondes, et quelque part ils vont tout interpréter sous ce filtre-là. Et ils vont dire, ben voilà, euh, finalement, toute névrose vient de là, et donc du coup il faut essayer s'il y a quelque part si la personne en face nous dit que bah oui, voilà, elle a vécu tel trauma dans l'enfance, on se dit ouais, d'accord, ok, mais en fait derrière il y a le mythe d'Oedipe, il y a le complexe d'Oedipe. Bon. Et donc du coup on va essayer de tout voir, on va tout interpréter sous cet angle-là. Donc forcément ça, ça fausse un peu le jeu, hein. Donc voilà. Euh, donc voilà, ça fausse le jeu. Et en fait, je me disais aussi, bah déjà que oui, il y a notamment Béatrice, enfin Paul B. Preciado je crois que c'est lui, hein, qui parlait de la psychanalyse et qui disait qu'en fait, oui, la psychanalyse, c'est un organe enfin, c'est une discipline bon, qui a découvert quelque chose d'intéressant, mais qui en fait a reproduit sur la psyché le modèle patriarcal hétérocentré. Donc, c'est un organe de normalisation assez puissant qui va dire que voilà, oui, en effet. Donc, il y a le papa, la maman, les enfants, on ne touche pas aux enfants, un papa, une maman, puis c'est tout. Et puis,
Et puis il y a besoin de ça pour se construire le complexe d'Oedipe. C'est là-dessus d'ailleurs que se basent aussi j'allais dire les fachos, pas les fachos, on va dire les, même si j'ai bien envie de les traiter de fachos maintenant parce que j'en ai marre d'être tolérant avec des gens qui sont pas tolérants. Ils ont pas à être tolérants, de toute façon je veux dire c'est la guerre, donc c'est la guerre. Donc tous j'ai pas le droit de dire connard hein, parce que c'est un peu une insulte, connard ça veut dire grand chose, mais tous les intégristes de Civitas et compagnie qui considèrent qu'il faut un papa et une maman. En effet, ils ont aussi derrière eux tout l'aval de la psychanalyse. Hein. Donc la psychanalyse là-dessus, elle est pas elle construit quelque chose d'assez violent hein, et qui fait que bah, aujourd'hui j'en souffre, par exemple. Et d'autres personnes en souffrent. Parce que du coup, on nous dit, bah oui, mais c'est normal d'avoir une papa, une maman, c'est comme ça, c'est la psychanalyse qui le dit. Donc, si le grand-père Freud il est d'accord avec ça, c'est que c'est bon, quoi. Et en fait, ce que disait Preciado, c'est qu'il faudrait justement faire une forme de déconstruction de la psychanalyse. Et je sais pas si c'est elle ou. Et faire une queer analyse. C'est-à-dire trouver une manière de. Non, c'est pas elle, c'est dans Queer Zone de Sam Boursi, en fait. Et il faudrait quelque part faire mentir la psychanalyse en construisant des contre-modèles. En fait, la psychanalyse, c'est comme si elle avait essayé de normaliser, de naturaliser des rapports qui étaient des rapports politiques jusque-là. C'est-à-dire que la, la famille mononucléaire, enfin, ça se dit mononucléaire, nucléaire, monogame, avec un papa, une maman, des enfants, le père de famille, le complexe d'Oedipe, tout ça, c'est une construction sociale qui n'existe pas. C'est un mythe, en fait, et c'est un mythe qui, parce qu'on considère qu'il est vrai, on continue à le reproduire. Et en fait, il y a des pratiques qui essayent d'évacuer ça. Notamment, il y a des. J'aimais bien ce que ça parlait de pratiques, notamment dans la pornographie, du phénomène de daddy, en fait, ou de MILF aussi d'ailleurs. C'est-à-dire des mises en scène de l'inceste, un petit peu comme une manière de retourner l'interdit de l'inceste. Alors je sais pas si ça joue vraiment comme truc, mais je trouvais ça intéressant en fait ou de se moquer un petit peu de cet inceste oedipien notamment. Bon, je sais pas si c'est vraiment efficace, mais bon, l'idée est intrigante. Mais oui, en tout cas, ce truc-là. Et en fait, ça culpabilise à fond, quoi, parce que moi, je me suis senti culpabilisé par ce truc-là, en fait. Et puis de se dire que l'homosexualité serait liée à une construction différente ou quoi, alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est pourquoi l'hétérosexualité est considérée comme un modèle normal, en fait, et normé et pas pathologique. Enfin, ça construit des modèles de normes, des trucs. Et puis des normes aussi de genre, quoi. C'est-à-dire que dès le moment où il y a le père qu'il faut tuer, puis la mère qu'il faut aimer, ben, on est encore dans une logique de très genrée, quoi, toujours. Entre deux genres, et en plus deux genres qui sont très très situés, quoi. Donc voilà, donc bon, Freud n'a pas lu Judith Butler, hein. Déjà, c'est pas les mêmes dates, d'accord, mais quand même, on pourrait faire un peu un effort historique. Et deuxièmement, je me disais, il faudrait faire une psychanalyse de Freud. Hein. Quelque part, Freud mériterait une bonne psychanalyse. Voilà, parce que la psychanalyse comme méthode, elle est vachement intéressante. Je trouve que cette idée-là, de pouvoir remonter à une origine du langage, à savoir, à se dire, ce qui est intéressant, c'est pas ce qui est dit ou ce qui apparaît, mais de quelle manière c'est apparu comme ça, en fait. Quelle est la structure sous-jacente à ça? Quelle est la structure de l'inconscient en amont? La structure qu'est-ce qui a donné naissance à ça, en fait? Donc, c'est quoi cet inconscient qu'elle a, en fait? Bon, sauf que cet inconscient, il a été structuré par Freud, par Lacan aussi, bon, par Jung, mais je connais moins Jung, il a l'air intéressant, mais de manière assez violente et assez autoritaire. Et je me dis, en fait, peut-être que on peut comprendre pourquoi ils ont voulu structurer cet inconscient de cette manière-là. Et là, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, bon, puis après, je vais m'acheter un petit gâteau parce que moi j'ai faim. Ça suffit bien de manger des tomates, mais ça ne nourrit pas son homme, sa femme, ou son transgenre. En fait, cette structure de l'inconscient, je disais, qu'est-ce que je disais là-dessus? Oui, en fait, peut-être que, quelque part, parce que je me rendais compte de ça,
est-ce qu'on a envie de coucher avec sa mère ou pas? C'est quand même un petit peu, bon, un peu violent comme truc. Je crois pas trop. Par contre, je pense quand même qu'il y a des flux et qu'il y a une transmission de quelque chose. Et s'il y a un concept que je trouve intéressant, c'est pas un concept de structure, justement. Comme le complexe d'Oedipe là, qui va structurer des genres et tout ça. C'est plutôt un concept de mouvement. C'est l'idée qu'il y a un transfert qui apparaît. Et j'aime bien l'idée, je trouve que ça se vérifie assez bien aussi, que quand on tombe amoureux de quelqu'un, notamment, c'est que cette personne remplit un manque ou quelque part renvoie une fonction que il y a quelque chose en nous, ça libère, ça déploie quelque chose en nous, en fait, et que mais ça va, en fait, ça vaut que n'importe quoi, hein, qui nous met en mouvement par rapport à ça. Ça va créer du désir. Et c'est peut-être un mécanisme qui est aussi utilisé dans un cadre familial. Voilà. La mère de famille reproduit, alors pas forcément en voulant coucher, hein, mais pas du tout même d'ailleurs, mais reproduit une forme de, voilà, par rapport à l'enfant, une manière d'entretenir une relation, pas de désir sexuel, mais de désir affectif, de désir relationnel, de désir aussi charnel, aussi au début de la naissance, quelque chose qui est lors du toucher, quelque chose comme ça. Et que c'est quelque chose qu'on retrouve après, justement, dans une relation amoureuse, affective, ou aussi amicale aussi, par ailleurs, par la parole, par d'autres choses. Enfin. Donc, voilà, mais ça me semble un peu erroné de dire que ce soit une question de... Et ça peut le faire aussi avec le père, par exemple. Enfin, c'est pas du tout une question de genre. Par contre, c'est une question d'incarnation. Peut-être qu'en effet, il y a ce... J'ai l'impression qu'il y a quand même cette dualité-là, en fait, entre d'un côté, figure autoritaire, de cadre, de structure, incarnée par le père, justement. Donc on voudrait tuer le père, on voudrait tuer la structure. De l'autre côté, on voudrait aller vers une espèce de lâcher-prise qui serait vers la mer, quelque chose comme ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec des entités, avec des corps. Ça a à voir surtout avec une certaine dialectique, plutôt, entre comme cerveau droit, cerveau gauche, quoi, c'est ce truc-là, de dualisme, qui en fait est un mécanisme traumatique aussi. Enfin, j'ai l'impression que ça se relie plutôt à quelque chose comme ça. Donc en fait, j'ai l'impression que, en fait, Freud, à travers cette théorie, il essaye d'appliquer, en fait, sur des schémas parentaux, quelque chose qui existe en amont de ça, en fait. Quelque chose qui perçoit, qui ressent, mais qui est en amont. Et alors lui le plaque, justement, sur la sexualité, sur la famille nucléaire, etc. Et en fait, sur finalement ce qui a constitué... en fait, il instrumentalise, quelque part, l'inconscient pour y apposer une structure un peu quasi chrétienne. Hein. Il y a un côté presque un peu chrétien dans la psychanalyse aussi. Pas vraiment non plus, mais voilà, un truc... si on reproduit la famille nucléaire, on est quand même sur un truc comme ça. Et donc voilà, donc cette queer analyse, on pourrait faire une sorte de psych. Est-ce qu'on pourrait pas faire une sorte de psychanalyse de la psychanalyse, quoi? Une psychanalyse de la psychanalyse, ça serait pas mal. Voilà, donc je veux dire, quelque part que, pareil, si c'est un transfert, la psychanalyse qui a besoin d'établir des structures pour comprendre le monde, pour comprendre l'inconscient, de quoi ces structures, en fait, renvoient-elles, en fait? C'est comme si ces structures étaient le résultat d'un trauma ou d'un truc qu'ils n'ont pas digéré. Et du coup, c'est quoi? Voilà, c'est ça le truc. Là, très clairement, les structures sont des structures qui sont patriarcales. Donc c'est un truc qui se structure sur le... Ça, on voit que déjà dans la psychanalyse, il y a
il y a le... Je sais pas, je trouve qu'il y a aussi une sorte de peur du désir, quoi. C'est-à-dire que le désir, comme ça, est vu comme quelque chose qui, à la fois, est libérateur. Enfin, je sais pas, même pas sûr, non, d'ailleurs. Pas tant que ça. Parce que c'est toujours culpabilisant, en fait. Moi, j'ai ressenti un truc comme ça toujours hein, dans Freud. Enfin, j'ai pas vraiment lu Freud, mais dans les images, l'image qu'il y en avait un peu. Que le désir, c'est un truc un peu visqueux, un peu, voilà, organique, Et que la psychanalyse, en fait, elle parle de ça. Elle parle de l'inconscient, elle parle de cette masse sombre, comme ça, obscure, qui fait peur un peu. Et avec ce désir-là qui fait peur, qui peut être dangereux et tout. Mais quand même, faut y aller parce que c'est quand même là qu'il y a un truc intéressant et tout. Et parce que je crois qu'il y a déjà en fait un truc très qui convient pas du tout quoi. Ça va pas du tout. Bon, je dis pas grand-chose en disant tout ça. Hein. Mais c'est vrai que finalement, la psychanalyse qui se veut libératrice, en fait, elle est vachement autoritaire. Attends, c'est dingue quoi. Je veux dire, en fait, c'est elle qui a pas mal inspiré après la psychiatrie quand même. Euh, il me semble. Hein. Donc en fait, c'est pas tellement la psychiatrie le problème, c'est d'abord la psychanalyse. Et alors on a quoi? Criminalisation de l'homosexualité, des transgenres, des BDSM, parce que ouais, de tout ce qui est perversion de la sexualité. Quoi. Enfin, le terme de pervers, je crois qu'il vient de Freud aussi, il me semble. Mais... Enfin bon, moi ça commence un petit peu à me casser les couilles, tous ces mecs là qui veulent défendre la psychanalyse. Euh, je comprends qu'il y a une charge poétique. Parce qu'il y avait ce débat-là entre les psychanalystes et les comportementalistes, notamment, qui disaient que la psychanalyse, elle est. C'est vrai que le comportementaliste, ça va juste. On va juste soigner un comportement. On va être dans une logique fonctionnelle. Donc c'est une question de très. Quelque chose de très. Euh, fonctionnel. Très libéral, en fait. Enfin, et en effet, on ne s'occupe pas des causes. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, on ne se pose pas la question de qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que le monde, de se poser des questions face au monde de l'existence. On ne met pas en cause les buts qu'on fait dans la vie, on ne met pas en cause. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme de normalisation, très très clairement, dans le comportementalisme. Il y a l'idée qu'on va faire en sorte qu'on se sente bien, pourquoi pas limite, hein, dans le truc. Mais c'est vraiment une forme on nous transforme en robot, quoi, quelque part. Alors que dans la psychanalyse, il y a quand même un truc que je trouve assez bête, assez beau, qui est celui, assez bête, qui est celui de trouver un petit peu l'origine, quoi. Cette origine du trauma, de quelque chose. Alors peut-être que l'origine, elle est peut-être aussi très, très critiquable, hein. Peut-être qu'on s'en fout, et ce qui compte, c'est le désir, comme le laissait entendre Yann Larue. Moi, j'aime beaucoup quand même l'idée d'une origine, mais je pense qu'il faut être honnête sur cette origine et de pas. Si une origine, on la connaît pas, quoi. Enfin, et, euh, et c'est comme si le mythe de l'origine, en fait, il était. En effet, peut-être qu'il n'est pas intéressant. Peut-être que. Il faut essayer de. Pour moi, c'est plutôt l'idée de savoir, hein, de comprendre quelle est l'origine de ce qu'on dit pour s'en défaire. C'est plus ça, en fait. C'est plutôt de se dire, s'il y a un malaise, c'est que il y a quelque chose qui vient de quelque part et qu'on reproduit un schéma qui n'a pas été dit et que quand on s'en rend compte, on peut l'évacuer. Et ça me semble quand même pas mal. Et voilà, la critique qu'en fait Yann Larue là dans Libertas Cyborg, je suis pas sûr que ce soit vraiment. Je sais pas. Et que son origine elle est intéressante quand même, je trouve. De chercher quelque chose qui sera en amont de ça. Parce que pourquoi sinon aller en avant si on connaît pas ce qui nous prend d'abord en amont. Même si en effet, c'est en allant de l'avant qu'on peut connaître ce qui est en amont. En fait. Euh, mais bon, je sais plus ce que je disais. Mais sinon, ouais, Freud, ouais. Ouais, Freud, ouais. Et ouais. Du coup, ouais, comment faire. Oui, si, cette lutte-là entre la psychanalyse et la psychiatrie. Entre la psychiatrie, mais en tout cas, la psychiatrie aussi, hein, parce que c'est vrai que la psychiatrie a un côté comportementaliste ou simplement aussi donner des médicaments. La psychanalyse, il y a l'idée de quand même de trouver par la parole, donc par le sens et par la signification quelque chose. Et ça, c'est intéressant, cette idée de pouvoir soigner par la signification. C'est-à-dire que finalement, le problème
c'est pas un problème biochimique, c'est pas un problème de comportement ou d'apprentissage de gestes, c'est d'abord un problème de signification. Et c'est assez beau quand même, c'est un problème de langage. C'est ça que de langage. Ce qui pose problème, c'est le langage. Et ça, c'est vrai que, bon, voilà, hein, c'est pas mal. Bon. Mais alors, est-ce qu'on a besoin de passer par un langage Freud, Lacan, tout ça alors c'est vrai que du coup, il y a un côté un peu poétique, même chez Lacan. L'amour, ce que me disait cette phrase-là, l'amour, c'est quand on donne ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Oui, c'est joli, c'est très joli. Bon, je préfère la poésie ici de mai 68, situationniste, mais celle-là est déjà pas mal. C'est vrai que ça fait du bien ça permet de. Et je trouve que ça place une ouverture en fait. C'est-à-dire qu'on est piégé dans le langage et on peut sortir de ça en fait. Et donc je comprends les gens qui veulent défendre la psychanalyse, mais est-ce qu'on peut pas justement faire une psychanalyse qui serait féministe, qui enlèverait toute cette surcouche là insupportable de structure en fait euh, en effet peut-être chez Donna Haraway des trucs comme ça un peu et ouais ça va faire parce que il y a des trucs bien du coup dedans, ce truc là il est bien je trouve, j'aime bien cette idée du langage et ça se vérifie je trouve, mais après voilà même chez Deleuze, même chez Palo Alto aussi il y a des choses comme ça qui viennent aussi qui sont pas de. Je sais pas, je trouve ça tellement frustrant de se dire qu'il y a. Je sais pas, on parle beaucoup de psychanalyse, mais très peu de gens parlent de Deleuze, enfin, et de Guattari, alors qu'ils en ont fait une critique que je trouve super belle, quoi. Enfin, ça m'a l'air très très bien, très très simple, ce qu'ils en ont fait, de parler de schizoanalyse, peut-être que c'est critiquable de schizo, c'est vrai, mais de dire qu'il y a des processus de subjectivité qui sont sous différemment, de reprendre Foucault, enfin quand même, Alors, il y en a comme ça, hein, c'est vrai que je connais mal aussi, hein, mais d'ailleurs plein d'écoles très différentes, mais. Faut que je m'intéresse plus à tout ça en fait. Il y a aussi, si, remarque, c'est vrai que Roland Gori est très 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 bien, excellent. Une sorte de psychanalyse foucaldienne, superbe. Euh, mais c'est vrai que ouais, peut-être ce qui m'intéresse c'est cette méthode. Est-ce qu'on peut pas justement reprendre la méthode psychanalytique euh, comme une manière de trouver dans la parole, dans l'amont de la parole, quelque chose, et mais pour d'autres biais, quoi, dans une sorte de psychanalyse spirituelle, existentielle. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire de manière collective aussi une psychanalyse collective serait intéressante. Euh, Il y avait un truc comme ça, je sais plus où je l'ai vu ça, peut-être au laboratoire d'Aubervilliers, je sais pas. Mais l'idée qu'on pourrait peut-être faire je sais pas, est-ce que j'ai vu ça? Non, c'était pas au laboratoire d'Aubervilliers, c'était autre chose. En fait, quelqu'un qui disait que la psychanalyse, elle avait été mise dans le secret du confessionnal, dans un mec qu'on a eu lui parler, qui était un petit peu comme le curé, donc ce psychologue là, ce psychanalyste. Mais qu'en fait, on pourrait le faire aussi dans la rue, en fait. On pourrait mettre des divans dans les rues, puis parler de psychanalyse comme ça. Parlez-moi de votre mère, allez-y. Et, votre mère, ou de votre père, ou de votre ami, ou de votre caniche. Mais, et, ouais, toujours ce côté maman, hein, papa-maman, très, très chiant, hein. Très culpabilisant, en fait, ça. Très. Et puis c'est ça, en fait, le fait, quelque part, de le rendre secret, ça empêche d'en parler librement, je trouve, hein. C'est un truc. Parce que dans la cour de récré, on peut parler librement, oui, voilà, avec mon père, il me fait chier, gna gna gna, moi, il me demande ça, etc. Voilà. En fait, une sorte, voilà, on peut libérer la parole comme ça, et puis il y a des fois des paroles qui peuvent être bloquées. Et tout de suite, c'est vrai que j'ai l'impression que chez un psychanalyste, ça prend tout de suite une charge très lourde de sens. Alors que ça pourrait être très simple, en fait, à dire. Euh, mais ouais, c'est comme si c'était tout de suite, ça passait par le filtre, en fait, de la psychanalyse, qui va du coup
c'est ça qui est terrible un petit peu, c'est que c'est pas une parole, c'est une parole comme si elle avait besoin d'être dite, et qu'elle avait besoin de circuler, mais là, elle passe par une médiation. Alors, avant la médiation, c'était le curé, là maintenant, c'est la psychanalyse, et, euh, et voilà. Alors qu'en fait, si on pouvait dévier ces flux-là, justement, et de se dire que c'est pas quelque chose qui est destiné à la psychanalyse, parce que c'est ça qui est terrible aussi, c'est que dès le moment où on dit, où on exprime quelque chose, euh, ça m'est arrivé, c'est un petit peu, je parle avec des amis, puis je parle d'un truc un peu intime ou comme ça. Euh, Il y a des fois des gens, pas beaucoup, hein, et c'est souvent des gens après, donc, enfin, des fois ça peut être vu comme un truc de violence, mais qui me disaient, bah, va voir un psy, par exemple. Voilà. Là, c'est un truc, faut aller voir un psy. Oui, ce sera, en effet, pourquoi pas voir un psy aussi, mais quelque part, avec d'autres personnes, par exemple, c'est quelque chose qui ne posera aucun problème. Voilà. Et c'est marrant parce que, par exemple, je vais parler de sexualité. Je vais parler de difficultés que j'ai à vivre mon homosexualité, par exemple. Et en fait, j'ai des gens qui vont me dire: ouais, mais tout ça, ouais, c'est pas terrible ce que tu me racontes, ça nous fait un peu chier, hein, hein, c'est caca, va voir un psy. En gros, nous en parle pas avec nous parce que ça, c'est du domaine du psy. C'est du domaine professionnel, c'est payé. Il y a des gens qui seront payés pour ça, qui pourront bien te culpabiliser pour dire que t'es bien un homosexuel qui a pas. Parce que c'est ça un petit peu la psychanalyse, hein, de toute façon. Je sais pas pourquoi j'avais peur des psys, mais je comprends en fait. Enfin, la psychanalyse, hein, pas les psychologues, mais la psychanalyse, elle est profondément homophobe. Et, comme je viens de le dire là, donc. Et c'est pas ça qui m'a aidé en fait, je crois en tout cas. Donc, même si j'ai pas vu de psy, j'ai lu quand même des bouquins un petit peu de psychanalystes. Bon, et il y a des trucs intéressants parfois, souvent, c'est vrai. Mais bon, dans les structures un peu autoritaires, waouh, c'est chaud quoi. Et, euh, et je disais quoi? Ouais, et je me dis en fait, c'est pas très juste parce que ces mêmes trucs, voilà, les mêmes questionnements sexuels de sexualité par exemple, quand je les ai avec des amis homo par exemple, et ben pour eux c'est cool parce que c'est des choses qu'ils vivent aussi, et puis on en parle, et puis c'est très très simple en fait, il n'y a pas de problème. Ils me disent pas, bah non, ça c'est un truc qu'il faut pas qu'on parle entre nous quoi. Donc c'est comme s'il y avait des sujets qui avaient été confisqués par la psychanalyse parce qu'il y a que elle qui en parlé et pas les autres. Alors bon, pourquoi pas limite, si ça peut être un endroit où peut se dire tous les tabous sociétaux, bien sûr. Mais dès le moment où quelque part, c'est elle qui veut récupérer ce truc-là et qu'elle interdit à la société d'en parler parce que c'est quelque chose qui doit se faire, qui a été privatisé par la psychanalyse, ça pose un petit problème quand même à ce niveau-là. Donc, et c'est vrai que c'est comme ça, c'est comme s'il y avait des sujets que j'osais pas trop parler ou quoi, parce que tout de suite ça renvoie à un truc de la psychanalyse, donc c'est pas l'endroit pour en parler, quoi. C'est pas, je peux pas en parler avec des amis en fait. En fait, si, mais pas avec n'importe qui. Enfin, c'est plutôt ça en fait, sur tout ce rapport-là, quoi. Ce truc de. Et hmm. Ouais, est-ce que c'est vraiment juste ce que je dis là? Je sais pas, mais parce qu'en même temps, j'ai jamais vu de psy. Hein. Je suis pas non plus dans le truc. Je, je commence à essayer, mais j'ai pas trop envie. Hein. Alors, je sais pas, peut-être que c'est. Je sais pas si ma résistance elle est quelque part légitime ou si c'est juste une. Mais je suis pas sûr non plus. Quand je vois là Manu qui parle de psychanalyse là, elle s'appelle Manu, hein, c'est comme ça qu'elle le dit, donc je m'autorise à l'appeler Manu. Euh, je me dis, ouais, mais en fait, elle est bloquée, quoi. Elle est bloquée par ses psychanalystes. C'est flagrant. C'est flagrant. C'est. Waouh, je suis pas sûr que ça libère quelque chose, quoi. Enfin, je me dis, est-ce que c'est pas. Est-ce qu'on n'est pas trahi, quoi? Quand justement, il n'y a qu'une seule personne, enfin, c'est très violent. Il y a, il y a, il y a, il y a des choses qui sont des violences, des traumas qu'on a et qu'on va confier à une seule personne. Alors, on a intérêt vraiment à les faire confiance, hein, parce que si cette personne-là, justement, se base sur des théories patriarcales, des théories d'un autre âge, forcément, on va peut-être pas être aidé, quoi. Moi, si je dis que je suis homo, j'ai pas envie qu'on me dise que c'est à cause d'un complexe d'Oedipe. Je préfère qu'on me dise, et je préfère, mais ça me permettrait, moi c'est ce qui me permet d'aller beaucoup plus loin, hein, en tout cas, qu'on me parle de Jadis Butler, de Monique Witting, et qu'on me dit que c'est d'abord un système politique qui fait ça. C'est pas. Et que ce qui fait que je ressens de la honte, c'est pas cette honte-là, elle vient pas de moi, elle vient des autres qui me mettent de la honte dessus. Et que voilà, et que c'est pas le c'est pas un truc qui n'est pas naturel, par exemple, ou qui est inversé ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a des pas mal, il y a des témoignages comme ça de gens qui en parlent de ça, de leur vécu avec des psys là-dessus, quoi. Enfin, bon.
Donc voilà, après bon, il y a plein d'autres formes de psychothérapie, hein, c'est clair. Mais bon, toutes celles qui visent un petit peu à... Ouais. Moi, je me rends compte que, en fait, c'est une sorte de thérapie, hein, mais les choses fonctionnent très bien quand on a confiance en ses ressentis, en ses affects. Quand, quelque part, on essaie de mettre en accord sa parole avec ce qu'on ressent. Il ne s'agit pas d'essayer, justement, que ce qu'on ressent, de forcer ce qu'on ressent pour que ça colle à ce qu'on dise, ou à ce qu'on nous demande de dire, surtout, mais plutôt d'arrêter de dire ce qu'on nous demande de dire, et de dire des choses par rapport à ce qu'on les ressent. Voilà. Et d'être attentif à ce qu'on ressent. En fait. Je dépendais de ça. Et de se dire que quand il y a une tension, quand il y a un truc qui ne va pas, quand il y a une sorte d'angoisse, quand, quand par exemple je ressens un désir homosexuel et qu'en même temps je dis que l'homosexualité c'est pas naturel, là il y a une distance justement qui apparaît. Et quand je me dis bah non en fait c'est pas une question de pas naturel ou pas, ça veut rien dire. C'est tout aussi c'est naturel parce que je le sens, parce que je le ressens donc ça existe. Donc il y a pas voilà. Des moments où je suis honnête sur ce que je ressens en fait et que j'arrive à l'intégrer dans un cadre où du coup je n'ai pas à m'exclure, bah du coup ça va mieux en fait. Il y a pas de problème. Donc c'est un peu ces choses-là en fait qui doivent apparaître. C'est ce mécanisme-là en fait que je trouve vraiment beaucoup plus intéressant. Donc c'est bien quelque chose qui est l'ordre de la signification. Il y a bien un rapport à la signification, mais disons que c'est le problème, il vient toujours de l'extérieur. Hein. Le problème c'est pas soi, le problème c'est pas se changer soi. Le problème c'est plutôt remettre en cause les fondamentaux de pensée. En fait, se dire que ce qui va pas, c'est qu'on est lié à des normes, des niveaux de pensée qui sont pas bons en fait. Et là, c'est intéressant, parce qu'à partir de là, on peut commencer à faire un peu de politique et d'épistémologie, et de se dire qu'en fait, les solutions, les a en nous. Et qu'en fait, ce qu'on connaît du monde et des autres, bah en fait, on l'a déjà ressenti. Et si on est sensible et attentif à ce qu'on ressent, on peut évacuer un ensemble de traumas, de peurs et de choses comme ça, qui fonctionnent aussi comme phénomène de transfert, pour le coup. Donc ce truc-là du transfert, il est vraiment intéressant. Et je crois qu'on peut, comme ça, faire une sorte de psychanalyse même des luttes aussi. Hein. On peut faire une sorte de psychanalyse des luttes ou des mouvements, de manière générale. Je trouve que ça marche assez bien. À travers ces mouvements d'action-réaction, quoi, en fait. À travers ce truc de... Je me perds un peu, là. Putain, je commence un peu à être... avoir plus de paroles, là. Je commence un peu à saturer de podcasts. Enfin, je pense que ça va être une arme politique vachement importante, en fait. Quand on est bloqué, d'utiliser une sorte de méthode qui viserait à comprendre quelles sont la structure en amont, quoi. Ce qui m'intéresse dans la psychanalyse, c'est que ça, comme méthode, ça permet en fait une remise en cause épistémologique, c'est-à-dire des fondements du langage. Et c'est là-dessus qu'il y a un problème, c'est quand on met en cause le langage, le fondement, ce sur quoi on se base, que du coup on peut repartir sur une autre base qui permet de prendre en compte les choses, quoi. Voilà. Mais bon, il faudrait faire du coup une psychanalyse de la psychanalyse, parce que la psychanalyse c'est aussi une structure. Cette structure-là, elle n'est pas terrible, quoi. Bon voilà. Allez, j'arrête là parce que... Ouf, ouh, ouh, ouh.